Ici, podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Ici Podcast à la découverte de l'exposition Magic Pokémon & Co au musée français de la carte à jouer. On va rencontrer Gwenaëlle Bechet, commissaire de l'exposition que je vois juste ici. On rentre ensemble dans le musée, les portes s'ouvrent. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Stéphane. Comment tu vas? Très très bien. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Donc là, on est à l'intérieur du musée. Il y a une très belle affiche qui est présente. Magic Pokémon et compagnie. C'est du 14 décembre au 13 août. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette exposition? Écoute, on a voulu célébrer les 30 ans de Magic the Gathering, qui est le premier jeu de cartes à collectionner créé par Richard Garfield en 1993. D'accord. Et puis aussi, on connaît ce phénomène, un des plus importants qui touche à la carte à jouer avec peut-être le poker. Les jeux de cartes à collectionner, le plus connu peut-être, en particulier des enfants et des parents, c'est Pokémon. Indémodable. Indémodable, qui arrive après. Et puis aussi Yu-Gi-Oh! Donc ça, c'est un petit peu les trois jeux, on va dire, peut-être les plus connus, qui ont connu le plus de succès. Et c'est eux qu'on retrouve sur cette affiche avec les personnages un peu emblématiques de ces trois jeux. On a le Dracofeu, exceptionnel. Dragon blanc aux yeux bleus et les dragons de Magic, c'est bien ça? Oui, pour Pokémon, on a Dracofeu, Pikachu et puis Sacha. Pour Yu-Gi-Oh! On a Yugi et le dragon blanc aux yeux bleus. Et puis pour Magic, on a le dragon qui est un des personnages importants, un Planeswalker, un arpenteur de plans. Donc ça parle à ceux qui connaissent l'univers de Magic, Nicole Bolas. Et puis une autre arpenteuse de plans, du coup, Liliana Vess. D'accord. Plein de choses à apprendre du coup dans cette exposition. Il y a aussi, tu m'as dit, des dessins d'enfants, pas que d'enfants, qui ont fait leurs propres Pokémon, leurs propres cartes, leurs propres créatures. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, alors on a créé un espace de dessin et puis une simèse. En fait, on propose à tous les visiteurs, petits et grands, d'inventer et d'imaginer leurs propres cartes à collectionner. Il y en a 30 actuellement. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Non, ils sont amenés à tourner puisque toutes les semaines, en fait, on récupère les nouveaux dessins qui ont été faits au cours de la semaine et qui sont mis dans l'urne qui se trouve sur la borne d'accueil. D'accord. Ça nous permet, nous, de les scanner avant de les exposer. Donc toutes les semaines, vous verrez de nouveaux dessins. Ça vous donne une raison de revenir toutes les semaines comme ça au musée. Exactement. Pour voir l'avancée des nouveaux dessins, bien Tout sûr. à fait. Et c'est intéressant, on peut aller voir l'exposition dès Avec maintenant. plaisir. Vous allez voir plein d'images. Il y a les trois principaux jeux de cartes à collectionner dont on a parlé, mais il y en a aussi un certain nombre d'autres. Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes au pied du grand escalier. Donc si on descend, on va vers les galeries permanentes. Et puis l'exposition se trouve au-dessus de Allons au-dessus alors. l'accueil. Voilà. Comment ça s'est passé l'exposition? Pour l'instant, c'est un grand succès. On a eu beaucoup de monde pendant les vacances scolaires, plusieurs milliers de personnes. Et on espère que ça va continuer. L'exposition, elle dure 8 mois. Donc l'idée aussi, on a parlé du renouvellement des dessins, mais il y aura aussi un renouvellement d'une partie de ce qu'on va présenter dans l'exposition à mi-parcours, donc à partir du 1er avril. Il y aura un roulement. Voilà, l'idée c'est, pour ceux qui vont revenir, aussi de découvrir d'autres choses. Surtout que c'est un univers très vaste, des jeux de cartes à collectionner, il en existe des dizaines et des dizaines. Donc nous, on a fait un focus sur 3 jeux, on présente plus succinctement une dizaine d'autres, et on en présentera encore d'autres par la suite. Donc là, on vient de rentrer dans l'exposition. Le premier jeu qu'on voit, c'est Magic. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette licence iconique? Alors Magic, justement, on fait dans cette partie introductive, déjà on parle de l'auteur, Richard Garfield. Donc on a en grand, là c'est un dessin agrandi, en fait, qui a été fait pour une des cartes de Magic. C'est un portrait. On a d'ailleurs dans cette vitrine qui présente un certain nombre de réalisations de jeux créés par Richard Garfield. D'accord. Une célébration du créateur de Magic? Oui. Okay. Il a créé Magic, c'est le premier jeu édité, mais par la suite, il en a créé beaucoup d'autres. Donc là, on a Robo Rally, on a King of Tokyo. Donc là, on a un jeu de plateau. Quelques exemples. Là, on a un petit jeu de plateau, c'est ça? Tout à fait. Là, on a le jeu de cartes Magic, évidemment. Voilà. Et là, on a des petits bonhommes, des petits monstres. King of Tokyo, c'est des jeux... En fait, lui, il a tout inventé. Il a fait des jeux de cartes à collectionner. Il a inventé, mais aussi il a créé des jeux de société, des jeux de cartes, etc. Donc il a fait pas mal de choses. Sur la petite partie Magic, là, qui est juste introductive, évidemment on va montrer beaucoup d'autres choses après. Bien sûr. On a des cartes, certaines qui sont très très rares, puisque ce sont des cartes qui ont été
réalisés uniquement pour être envoyés à ses amis à l'occasion de mariage ou de naissance. Donc c'est des cartes très très recherchées des collectionneurs. Des collectionneurs, voilà, qu'on voit presque jamais. Ah ouais, des cartes très très rares donc. On montre aussi les jeux qui ont inspiré Richard Garfield dans la création de... Les origines un petit peu. Voilà. En particulier, dans cette vitrine, Donjons et Dragons. Iconique. Voilà. Les jeux de rôle, donc les jeux de rôle, ils apparaissent dans les années 70. Richard Garfield, pour Magic, il va reprendre un peu cet univers d'heroic fantasy, et puis aussi avec des monstres, des sorciers. Hein. Dans Magic, on incarne des sorciers qui se battent en duel. Donc quelque part, on retrouve ça, on a ça dans Donjons et Dragons, avec des points de vie aussi, puisque dans Magic, là, l'idée, c'est de supprimer tous les points de vie de son adversaire. Et ben, c'est la même chose qu'on a dans Donjons et Dragons. Moi, ce que j'aime bien dans Donjons et Dragons, c'est la forme des petits dés à plusieurs faces. C'est ça que je trouvais très plaisant. En tout cas, ça donne envie de jouer tout ça. Il n'y a pas de dés dans Magic, mais parfois les joueurs utilisent un dé à 20 faces pour pouvoir marquer l'évolution de la perte de leur point de vie. D'accord. On passe de 20 jusqu'à, parce qu'ils ont 20 points de vie. Pour aller à 0 avant de perdre. Voilà. Et là, on a des cartes à collectionner. C'est aussi un petit peu l'origine des jeux de cartes à collectionner. Là, ce sont juste des cartes avec un jeu consacré à Moebius qui date de 93, donc l'année d'édition de Magic. En fait, c'est du même ordre que les images qu'on connaît bien en France, les images Panini. Okay. C'est juste des images qu'on collectionne. Ce qui va changer avec le jeu de cartes à collectionner, et l'ajout d'une règle, disons, à ces cartes qu'on trouvait déjà dans des boosters, dans des pochettes, et qu'on essayait, qui étaient plus ou moins rares et qu'on allait collectionner, eh bien, c'est qu'on va rajouter sur la face les informations liées à la règle de jeu, donc l'illustration. Les spécificités de chaque carte. Exactement. Pour pouvoir jouer en fait contre notre adversaire. Tout à fait. D'accord. Donc l'illustration va perdre un petit peu de place, et puis le dos aussi va être unique, puisqu'effectivement il faut que... Il faut pas qu'on puisse sélectionner la carte qu'on veut, sinon après ça devient un peu de la triche. Exactement. Là, il y a 2 tableaux avec plein de cartes Magic. C'est très beau. Comment ça t'est venu l'idée de choisir ces cartes? Est-ce que tu as fait en fonction de ce que tu avais, ou c'est des cartes emblématiques? Alors, c'est des cartes très emblématiques, très évidemment recherchées. Très recherchées. Parce que, alors, on a d'une part la première extension du jeu Magic qui date de 93, donc l'année même de la création du jeu. De la création du jeu. C'est la série complète qui a été prêtée par Pierre Rosenthal. Alors, Pierre Rosenthal, c'est un de ceux, avec Croc, peut-être des 2 personnes qui ont le plus contribué à faire connaître Magic au moment de son apparition. D'accord. Donc là, on est face à la première série des plus grands acteurs de Magic en France actuellement. C'est la première extension. C'est-à-dire qu'on a eu une première série de base, et puis juste après, une première extension avec des nouveaux personnages, et celle-ci, elle est inspirée des Mille et une nuits. Donc on a Scheherazade, on a Ali Baba, etc. Sympathique. Et alors, on a la lampe aussi. La lampe d'Aladin, exactement. Et chaque extension, c'est un thème en particulier, par exemple la deuxième extension? Alors ce qui est intéressant, c'est que, en fait, rapidement, Magic, ils vont abandonner ce type d'extension pour créer un univers propre à Magic. Donc ils vont créer, on ne va pas reprendre des personnages existants dans les contes ou les mythologies, mais ils vont créer leurs propres personnages, leurs propres univers qui va se nourrir aussi grâce à l'édition de romans qui vont décrire un petit peu l'histoire de chacun des personnages, des comics, il y aura la création de figurines, de jeux de société, il y aura tout un univers qui va se développer de cette façon-là. Et cette deuxième série-là, c'est la première édition française, qui a été traduite d'ailleurs en français par Pierre Rosenthal. Et là, alors, on n'a pas pu la mettre en entier, parce qu'il y en a plus de 300. Ah ouais. Et là, c'est les cartes les plus rares de la série. D'accord. Et puis, entre les deux, on a la revue Casus Belli, avec un article, un des tout premiers articles qui parle de ce jeu nouveau, qui révolutionne un petit peu le jeu de cartes. Et donc, c'est un numéro de 1994. 35 francs. 35 ça nous fait voyager dans le temps, ça, c'est bien. En parlant de voyage, on est dans un très bel espace, très coloré, avec des grandes affiches. Je vois qu'il y a un espace où on peut entrevoir la suite de l'exposition. Est-ce qu'on peut continuer? Eh bien, on y va. Et on passe au passage, devant une carte un peu iconique de Magic,
qui est le Lotus Noir. Hein. Ça, c'est une carte un peu mythique. Et d'ailleurs, on le montre un peu plus loin dans l'exposition, c'est le nom qui est donné à la première revue française consacrée aux jeux de cartes à collectionner. Ça s'appelait le Lotus Noir. Ah, trop Donc voilà, sympa. cette carte, elle est... Elle est emblématique, elle est iconique, ça je sais. Voilà, et elle est entourée de 8 autres cartes qui forment toutes ensemble les 9 Powers. Voilà, c'est vraiment des cartes très très puissantes que d'ailleurs on ne peut pas vraiment jouer. Elles sont bannies tellement elles sont fortes. Elles sont bannies des on des adore les cartes tournois, comme ça. à part quelques tournois très spécialisés. Mais voilà. Et puis juste à côté, on a un très très beau dessin d'une artiste française, Magali Villeneuve. C'est une grande artiste pour Magic. Elle dessine aussi pour bien d'autres licences, bien d'autres choses. Mais pour Magic, elle a fait plus de 200 cartes. Ah ouais. À tel point que Wizard of the Coast, l'éditeur de Magic, lui a donné une carte blanche pour concevoir ses propres dessins. Donc, Quand tu dis sa carte propre blanche, série. c'est que donc Magic lui a permis de réaliser ses propres œuvres Voilà. sans forcément lui proposer un thème en particulier et laisser libre cours à sa création. Voilà. Ah ouais, donc c'est quand même quelqu'un qui est respecté dans le milieu. Voilà. Et Là, donc, je vois qu'il y a un dessin au mur, un peu en noir et blanc avec de la couleur dorée, c'est très beau. Et c'est très ressemblant avec la carte Elvish Mystique. effectivement, c'est le dessin original d'une des 5 cartes qui sont présentées dans la vitrine. Donc un dessin en noir et blanc, rehaussé d'or, et où on voit un elfe, donc un peu avec une coiffure, avec des sortes de... Les longues oreilles aussi. Des grandes oreilles, et qui contemple un crâne un petit peu à la manière d'Hamlet, qui contemplait le crâne du fou Yorick. D'accord. Ah, ça fait peur un petit peu, hein. Mais c'est plaisant. Là, chaque illustration qui est montrée au musée, parce qu'il y en a plusieurs, il doit y en avoir une dizaine à peu près, c'est des dessins de cartes qu'on Oui. peut retrouver dans Magic. Exactement, Ok. tout à fait. Là, par exemple, on a deux dessins de Nicolas Delors. Et alors, c'est encore une autre technique très très spécifique, c'est du carton gratté. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais Pas du tout. On a une couche fine de noir sur un carton blanc, et donc en fait le dessin il se fait au scalpel. On va graver dans la couche pour retrouver le blanc qui est en dessous. Ah, c'est pas mal. Et, Ça donne un petit effet 3D et tout, Voilà. c'est beau. et là, pareil, Wizard of the Coast a donné une carte blanche à Alexis Briclot, et ces cartes elles sont pas encore Éditées ? Non, Ah ouais, non, c'est une exclue là du musée. c'est une exclue. Attention, Exactement. Lionel, attention, tu nous montres des très très belles choses. Voilà. Les cartes elles vont sortir en février. normalement. D'accord. Donc là, quand tu nous as présenté les dessins, on est arrivé dans une très 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 grande pièce. Je vois qu'il y a les autres licences qui sont présentées, donc Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Moi j'ai une question, Gwenaël, c'est quoi exactement en fait un jeu de cartes ? Un jeu de cartes à collectionner, eh bien, c'est un petit peu l'idée principale, c'est un petit peu le rêve de Richard Garfield, c'était de proposer aux joueurs une infinité de cartes dans lesquelles ils vont choisir, sélectionner un certain nombre de cartes avec lesquelles ils vont jouer. Et l'idée, c'est qu'en se trouvant face à son adversaire, lui-même aura choisi 60 cartes. Alors, Tout dépend du jeu, il y a bien tout un évidemment. aspect- Exactement, mais il y a tout un aspect stratégique déjà Oui. dès le départ, avant de jouer, parce qu'on peut fermer des combinaisons. Il y a des cartes où il faut, qui ne peuvent être posées que sous certaines conditions. Donc c'est quelque chose qui se C'est très construit. réfléchi. C'est très réfléchi. Mais l'intérêt et la magie pour Garfield, c'était de se dire, mais quelles sont les cartes qui vont m'être opposées? On ne sait pas, parce que alors aujourd'hui, alors évidemment à l'origine il n'y a que quelques centaines de cartes, mais aujourd'hui c'est des milliers de cartes qui sont à disposition des joueurs. Donc il y a cette surprise-là, et en même temps l'enjeu au niveau de la règle, il faut que ça se combine entre eux, il faut qu'on sache au bout du compte, qui l'emporte, qui est le plus fort. Et là, il y a quelque chose qui est tout à fait original et qu'on ne trouve dans aucun jeu. Et évidemment aussi qu'il y a des implications commerciales, c'est très bien, parce que c'est un jeu fait qui vivre peut la licence. se nourrir extension après extension, etc. Et à chaque fois, les nouvelles cartes peuvent être Amélioré ou banni, enfin il y a un roulement de... et on peut se les approprier pour faire constituer son deck. Voilà. Et ça c'est spécifique à tous les jeux de cartes, c'est-à-dire il y aura des extensions, on va complexifier un petit peu la chose pour créer plus de stratégie et avoir plus de plaisir à jouer en fait, tout simplement. Ça, c'est le point commun à tous les jeux de cartes à collectionner. Là on est face à une statue que je connais très très bien, je sais que tu as eu du mal à le trouver, Exodia le Maudit. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la licence Yu-Gi-Oh! Et en particulier sur ce personnage emblématique? Alors déjà, on peut raconter un petit peu au préalable un peu l'histoire de Yu-Gi-Oh!
Parce qu'on est en 96, donc le jeu de cartes à collectionner, enfin Magic, apparaît cette année-là, disons, un peu avant, évidemment. Qui est précurseur. Précurseur au Japon. Et à ce moment-là, on a Kazuki Takahashi, un auteur de manga, qui lui avait commencé une histoire autour de Yugi, un jeune garçon dont le grand-père était archéologue et a trouvé dans des fouilles archéologiques en Égypte un objet en morceaux qu'il n'arrive pas à reconstituer, qu'il confie à Yugi, et lui il va le reconstituer, en fait, qui va former une pyramide qu'on expose là. Et d'ailleurs, dans le manga, cette pyramide, elle est elle-même exposée dans le manga, dans une exposition, donc on a reconstitué... Ah, trop sympa. Comme dans le manga, on est dans le manga. On est dans le manga. Et là, c'est le puzzle du Millennium. Le puzzle du Millennium. J'ai bien révisé. Exactement. Et ce puzzle, une fois reconstitué, il libère l'âme d'un pharaon. Et un pharaon, en plus, qui est très très fort dans toutes sortes de jeux. Et ça va l'aider parce qu'il va prendre un peu possession, enfin il va y avoir une espèce de cohabitation entre Yugi et ce pharaon, et notamment à chaque fois que Yugi va se retrouver dans des situations de conflit difficiles, eh bien... Hop, il est là, et il vient l'aider. Le pharaon, il est là, il vient l'aider, et il va pouvoir mettre à défi ses adversaires, et toujours autour d'un jeu. Alors au départ, c'est toutes sortes de jeux. Takahashi en invente de différentes sortes. Là, on a reconstitué le Capsule Monster Chess, donc une espèce de... C'est vrai ce que tu dis, parce que dans le manga, nous on connaît le jeu de cartes pour Yu-Gi-Oh, mais quand on va dans le manga, il y a plein de petites choses. Justement, Capsule Monster Chess, qui est au tout début du manga. Là, on a un plateau qui vient un peu recréer ce qu'on voit dans le manga. Tu as refait même les petits personnages. Est-ce qu'on peut jouer quand on vient à l'exposition au jeu? Oui, là, on peut jouer. On a les règles. On a mis les règles, alors qui sont adaptées. Un peu adaptées parce qu'en fait le manga donne un certain nombre de règles, et là on est sur une forme qui, en tout cas on peut avoir cette expérience de jeu et de duel qui nous paraissait très très intéressante par rapport à l'histoire du manga, puisque c'est constitué de tout un tas de défis qui se font autour de jeux très très différents. Et à un moment donné, Takahashi y découvre Magic the Gathering, donc il introduit ça dans le manga, il appelle ça Magic and Wizard, et à un moment donné, Yugi il va défier son adversaire à un jeu de cartes à collectionner qui est inventé. Et quelques années plus tard, du coup, l'éditeur va éditer le jeu de cartes. Donc c'est ça qui était intéressant aussi par rapport à Yu-Gi-Oh! Cette histoire autour des cartes, puisque contrairement à Pokémon, où le jeu n'est qu'un produit dérivé, dans le jeu vidéo on n'a pas de cartes. Okay. On a les cartes là dans le manga. Dans cette vitrine, du coup, on met en vis-à-vis le manga et puis la carte qui correspond, qu'on retrouve représentée sur le manga précédemment. Et parmi elles, on a les 5 cartes d'Exodia le Maudit. C'est un pharaon, et en fait qui nous fait penser aussi à Osiris. Dans la mythologie égyptienne, Osiris, il est démembré par son frère, Seth, et c'est sa sœur Isis qui va récupérer, disons, les morceaux. Et là, dans le jeu de cartes, c'est pareil. On a la carte du bras droit d'Exodia, la jambe droite, le bras gauche, la jambe, etc. Et la tête. Et la tête. Et c'est quoi l'objectif de ces cartes? Quand on les tire, qu'est-ce qui se passe? Si on les a en main, si on arrive à les rassembler, à récupérer, tout de suite on gagne. En fait, c'est une condition de victoire. Exactement. Ah, c'est sympathique. Voilà. Mais c'est dur à faire, je pense. Ah ben c'est pas... Voilà. C'est une stratégie, comme tu as dit, on met en place. Voilà. C'est spécifique peut-être du jeu de cartes. Ce qui est intéressant à rajouter, c'est que aussi bien dans la mythologie égyptienne, c'était Seth qui a démembré son frère Osiris, et l'adversaire de Yugi, c'est Seto Kaiba. Incroyable. Donc il y a ce lien entre Seto Kaiba et Seth, voilà. Donc il joue beaucoup avec cet univers hyper égyptien. Sympa. Voilà. Ok, donc là on sort de l'Égypte et on se retrouve dans la partie du jeu de cartes le plus emblématique, je pense, en tout cas le plus connu. On est sur l'univers de Pokémon. Là, il y a des dessins, on a des jeux, on a des cartes, et on a surtout une belle fresque qui vient reprendre plein de Pokémon de la série. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pokémon globalement? Pokémon, évidemment, c'est un jeu. Le jeu de cartes, en fait, est devenu presque aussi populaire que le jeu vidéo. Parce qu'à la base, c'est un jeu vidéo, tu as raison de le préciser. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a présenté cette petite vitrine, la première Game Boy, avec les petites cartouches, où on voit Dracofeu, Tortank, Pikachu, qui sont les créatures, les Pokémon un petit peu spécifiques du jeu vidéo. C'est ceux
qui sont donnés aux joueurs dès le départ quand ils partent dans leur quête. Et il manque la version verte, mais parce qu'elle était disponible qu'au Japon. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Où il y a Florizarre. Florizarre, exactement. D'ailleurs, en parlant des Pokémon emblématiques, là, tu as fait un tableau qui reprend un petit peu les illustrations des Pokémon. Voilà, alors Pokémon, ils reprennent un petit peu la trame du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. D'ailleurs, ce sera Wizard of the Coast, l'éditeur de Magic, qui va s'occuper de la distribution de Pokémon. Mais il y a une originalité peut-être spécifique, quelque chose qui est propre à Pokémon, c'est cette histoire d'évolution. C'est-à-dire que tous les Pokémon de base sont représentés sur ce cadre qui est là-bas. On a les 102 cartes de la première édition française de Pokémon. Chacun de ces Pokémon va évoluer. Donc il y aura une première évolution, éventuellement une deuxième évolution. Et donc là, avec les personnages un peu emblématiques... Là, il y a des cartes qui sont plus grandes que les autres. Oui, et tout à fait, on a montré. Alors c'est intéressant aussi de changer de format. On peut tout à fait jouer avec des cartes de grand format, et souvent c'était des cartes qui étaient destinées... posters, etc. pour des objets promotionnels, ou ça peut être des lots à l'occasion de tournois, des choses comme ça. Et là on voit l'évolution de 3 personnages emblématiques. Donc on va avoir Bulbizarre qui va se transformer en Herbizarre puis en Florizarre, ou Salamèche qui se transforme en Reptincelle, qui se transforme en Dracofeu. Qui est présent sur l'affiche, l'emblématique. Et puis Carapuce, Carabaf, Tortank. Ouais. Ça, c'est les starters. Donc c'est bien cette notion d'accompagnement, d'évolution. Mais il n'y a pas que eux qui sont capables d'évoluer, il y a plein d'autres Pokémon. Il y en a plein d'autres. L'univers, il est aussi gigantesque. C'est que des petites créatures, donc on n'est pas comme sur Magic et Yu-Gi-Oh! Avec un univers à créer spécifique ou l'univers égyptien un peu détourné. Là, c'est vraiment plus des petites créatures, des petits animaux qui vont vivre leur petite vie, quoi. Tout à fait. Alors Pokémon, donc toutes ces créatures en fait qui sont des monstres, parce que Pokémon, ça veut dire à l'origine, c'était Pocket Monster. D'ailleurs, on voit sur les premières d'autres cartes japonaises. Japonais, d'accord. C'est marqué Pocket Monster. Puis après, ça a été contracté en Pokémon. Là, je vois qu'il y a des cartes qui sont de langues différentes. C'est spécifique à Pokémon, ça, les noms différents? Non, alors Pokémon, oui, là on a voulu montrer un petit peu la variété des cartes. On a des collectionneurs qui ne collectionnent par exemple qu'une seule créature, dans toutes les langues, dans toutes les éditions, avec les cartes qui ont des défauts, les cartes, etc. etc. Donc là, par exemple... Ah, c'est les passionnés des passionnés, ça. Voilà, là on présente 12 Magikarp, qui est un autre Pokémon un peu emblématique de Pokémon. Qui est pas très fort en plus. Hein. Alors, il est même très nul. On a dans une petite vidéo, on présente la chanson de Magikarp. Voilà, on dit voilà, c'est le plus nul. Voilà. Mais par contre, il évolue en une espèce de dragon qui s'appelle Léviator, qui lui devient très fort. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que tout à l'heure, tu as parlé de l'univers donc d'Heroic Fantasy, médiéval fantastique, un peu de Magic, l'univers égyptien de Yu-Gi-Oh! Là, les Pokémon, c'est dans notre vie quotidienne. Mais ça remplace un peu les animaux, quoi, en fait. Voilà, mais c'est des monstres, c'est des petites créatures qu'on ne trouve que dans certaines circonstances. Et ça nous fait penser à des créatures qui sont très connues du folklore japonais, qui sont les yokai. Oui, les petits esprits. Voilà, esprits. Il y a Mizuki, qui est un des grands dessinateurs japonais. Lui, il décrit les yokai comme tout ce qui est autour de nous, mais qui ne fait pas partie de notre monde. J'aime beaucoup cette définition. C'est-à-dire, c'est ce qu'on pourrait appeler les fantômes, les spectres, les monstres qui sont tapis dans la forêt ou sous le lit. C'est les objets qui sont abandonnés, qui reprennent vie. Et on va voir qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont... On pourrait considérer d'ailleurs que tous les Pokémon, quelque part, sont des yokai, mais il y en a qui sont directement inspirés des yokai traditionnels. Des grosses ressemblances. On a par exemple Goopix, qui est le renard à 6 queues qui va évoluer en Fenard renard à 9 queues. Et on retrouve ça exactement dans la tradition, dans le folklore japonais, avec Kubi no Kitsune, qui est ce fameux... qui est un yokai. Voilà, qui est un yokai. On a parlé de Magikarp tout à l'heure, Magikarp aussi, puisque il y a une légende chinoise, et puis qui va être... Chinoise cette fois-ci. Les Japonais vont l'emprunter avec cette idée de la carpe, donc Magikarp, la carpe, qui en remontant la rivière, si elle parvient jusqu'au bout, va se transformer en dragon. Donc on a en fait exactement la même chose. On a Nenupio aussi qui fait penser à Kappa, une créature un petit peu un peu mauvaise, hein, qu'on trouve dans les marais ou dans les rivières.
Et là, on a justement à propos de Magikarp qui a inspiré un artiste contemporain. C'est une peinture? Voilà, c'est une peinture de Guillaume Pinard, donc, qui est un artiste représenté par la galerie Anne Barrault. Et lui, en fait, il était intrigué par les gens qui voyaient autour de chez lui, avec leur téléphone, autour de Pokémon Go. Ouais. À la recherche de ces créatures qui nous entourent mais qu'on ne voit pas. Un peu comme des yokai au final. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça rejoint ce que tu as dit. Ouais. Mais c'est bien, en fait, pour vous décrire, il y a un tableau avec un Magikarp et il n'y a rien autour. Donc ça montre aussi le Pokémon qui est pas fort au final, dans un environnement complètement vide. Je trouve ça intéressant. C'est aussi pour montrer que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et puis au-delà des joueurs, des collectionneurs, dans ces communautés autour des jeux de cartes à collectionner, c'est vraiment un phénomène de société dont les artistes se sont emparés. En parlant de tableaux, je vois que juste à côté, il y en a deux, avec des Pokémon, des cartes Pokémon qui ont une illustration. Et juste au-dessus, on a l'illustration qui est un peu comme agrandie, c'est ça un peu, Gwenaël? Tout à fait. Alors ça, on est devant quelque chose en fait qui intéressait beaucoup d'artistes qui font partie de ces communautés autour des jeux de cartes à collectionner. Et on appelle ça les cartes altérées. Donc l'idée, quelque part, on revient aux cartes à collectionner. Tu te souviens, les Panini, là où les cartes Moebius, celle-ci était américaine, mais qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on retourne à l'image. Et l'idée, c'est que l'artiste, donc il s'agit de Moa, une jeune artiste française, elle est vraiment très talentueuse, qui part de la carte, conserve la vignette avec l'illustration, et en fait va peindre tout autour. Vient étendre le dessin principal. Exactement. C'est pour montrer un petit peu comment les artistes aussi s'inspirent des cartes. Voilà. Donc ça montre aussi le miroir, quoi. Ouais, tout à fait. Alors on termine cette exposition avec un espace consacré à tous les autres jeux de cartes à collectionner. Nous on a eu évidemment un fonds important qui est rentré au musée à la fin des années 90. On a d'ailleurs plus de 90 jeux de cartes à collectionner différents, des jeux qui ont été inspirés soit de jeux de rôle, par exemple beaucoup de jeux de rôle donc, qui étaient très très populaires dans les années 80, vont se transformer, enfin ils vont continuer d'exister, mais ils vont exister sous cette forme de jeux de cartes à collectionner. On a par exemple Intervention divine de Croc qu'on voit ici sur la couverture du numéro 1 de Lotus Noir. Donc, la carte. Tu te souviens, hein, on en a parlé bien sûr. Tout à l'heure. Donc il a un jeu de rôle, il le transforme en jeu de cartes à collectionner qui date de 1995. Là je vois qu'il y a une carte du président de la République. Voilà, c'est un jeu un petit peu parodique qui met en scène en fait le conflit entre des anges et des démons, mais dans un univers un petit peu contemporain. Donc on retrouve beaucoup de personnages politiques qu'on peut reconnaître. Il y a Sarkozy, Chirac et Balladur juste derrière. Il y a Juppé. Voilà, c'est les personnages les plus reconnaissables. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les commentaires qui sont souvent un petit peu. Et ça, c'est quoi? amusants. C'est une planche, c'est ça? Alors ça, c'est une planche qui fait partie de nos collections, une planche non découpée. Avant la découpe. Et vont transformer en paquet de cartes. Avant qu'elle soit transformée, voilà, tout à fait. Alors, moi je pensais que c'était le plus ancien jeu de cartes à collectionner français, de création française. En fait, c'est pas le cas, ce qu'on a retrouvé dans nos collections. Alors, dans ce meuble à plan, là, il y a un meuble avec des tiroirs. Exactement, on a 6 tiroirs dans lesquels on a mis en avant un certain nombre de jeux, et notamment celui-ci qui s'appelle High-Tech Combat, donc sur lequel on ne sait pas grand-chose, mais celui-ci il date de 1994. Donc ma date de naissance. Voilà, c'est simple, j'aime bien ce jeu moi maintenant. Et bien 94, il y a eu une seconde édition en 95, mais en fait on sait très très peu de choses sur ce jeu, sur leurs auteurs, mais a priori, à ce jour, c'est le premier jeu de cartes à collectionner français. Ok. Juste au-dessus, on a un autre jeu, alors celui-ci de Netrunner, qui était... on a un tableau juste au-dessus de la commode en plus de Netrunner. Voilà, une affiche de Moebius, donc on retourne à notre Moebius de l'introduction de l'exposition, qui pour Netrunner, donc un jeu de Richard Garfield, il a dessiné 2 cartes, Projet Zurich et High Board Member, au milieu de plein d'autres artistes américains. Bon, il faut dire que dans les années 90, Moebius était une vraie star aux États-Unis. Et bon, quelque part, c'est pas étonnant de le retrouver là. Merci beaucoup pour cette exposition, Gwenaël. Pour toutes les personnes qui veulent venir au musée, n'hésitez pas. On a du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Magic. Si vous avez déjà ouvert des cartes Pokémon, c'est sûr que vous allez retrouver de la nostalgie. Tout ce qu'on a expliqué ensemble avec Gwenaël, vous inquiétez pas, vous avez des textes à côté de chaque tableau
pour vous expliquer un petit peu tout cet univers, rentrer dans la spécificité. Vous avez même des explications sur des jeux de cartes que je ne connaissais pas. Donc honnêtement, ça vaut le coup. Merci beaucoup, Gwenaël. Qu'est-ce qui va se passer globalement prochainement? Oui, alors je vous invite aussi à découvrir sur le site de la ville tous les événements qu'on organise à l'occasion de cette exposition. Entre autres, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la rotation d'un certain nombre d'objets et d'œuvres présentés dans l'exposition, le 1er avril, donc avec un masterclass d'Alexis Briclot, un des artistes de Magic, entre autres, il a fait beaucoup d'autres choses. Et puis, à l'occasion de la Nuit européenne des musées, en mai, une soirée consacrée au cosplay avec des gens qui vont vous expliquer ce que c'est, qui vont vous montrer leurs costumes inspirés de tous ces univers. D'accord, on se tiendra informé sur le site de la ville. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Ici Podcast sur Magic Pokémon & Co au Musée français de la carte à jouer jusqu'au 13 août. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine.